Bon, merci. J'essaye de faire comme Adam, parce que j'ai vu qu'il fallait chauffer la salle, Adam. Bon, je le remercie parce que dans le cadre de la polycompétence et de la collaboration, étant donné que mon Shinglish n'est pas très brillant, il m'aidera dans la traduction avec le duplex qu'on aura, le triplex qu'on aura tout à l'heure, dans quelques instants. Petite surprise autour de ce digital management des compétences. On va aller voir chez nos amis du reste du monde comment ça se passe chez eux. Alors, pour démarrer, peut-être... alors, est-ce qu'on ne va pas donner de micro je peux avoir un micro, là, s'il vous plaît? Voilà, parce que quand même, commencer comme ça... voilà, moi, j'ai assisté. Vous savez que c'était une transmission comme un 4x100 mètres. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, donc, comme le disait Adam ce matin, on est des masters, on est très très fiers d'être des masters. Moi, je ne savais pas que j'étais un master, surtout que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, le digital. Et ils m'ont demandé d'intervenir sur le digital. Alors, je ne maîtrise pas, bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez vu, il faut savoir bidouiller quand même, bon, parce qu'on ne sait jamais comment ça fonctionne. Mais moi, j'avais envie de vous demander, pour démarrer, c'est vous, qu'est-ce que vous êtes venu chercher là, comme ça, pendant une petite heure? Alors, il y en a en plus, je vais commencer comme ça, c'est toujours là. Ils se sont mis au fond, en pensant qu'au fond, c'est tranquille, près de la porte. Hein? Alors, par exemple, voilà, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous attendez, comme ça, de l'heure qu'on risque de passer ensemble? Tout est possible, hein, et vous avez vu, on a le droit, l'agilité, c'est pouvoir dire aussi n'importe quoi, je ne me trompe pas, hein, on a le droit, hein, on a le droit de tout dire, voilà. Vous avez le droit de dire que c'est parce que l'animateur est extrêmement beau et que vous venez voir l'animateur. Moi, je dirais que c'est parce qu'on entend beaucoup parler d'entreprises 3.0, voire 4.0 dans notre cas, et puis on tend vers ça, on parle de transformation digitale au quotidien, des nouveaux outils, de mise en place de vidéos, tutoriels pour former. Donc voilà, on vient voir ce que vous avez à nous présenter, peut-être de nouveau. Alors moi, rien, et puis j'ai tendance à vous dire, comme on l'a entendu ce matin, bienvenue dans le tiers-monde digital. Hein. On est en France. D'accord? Donc bien... Ah non, mais si, on l'a entendu ce matin, et puis on va en reparler. Bienvenue dans le tiers-monde digital, et puis on en reparlera. Mais vous savez, ils m'ont fait venir parce que je suis un peu provocateur. Mais... on verra aussi pourquoi. Allez, par exemple, tenez, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme ça de cette journée? Enfin, de cette heure, pardon. D'écouter des premières clés pour accompagner la transformation digitale de ma propre entreprise. Voilà. Très bien. Et vous revoir, car je crois que vous avez été mon formateur sur les... Mon Dieu. il y a quelques années sur une formation courte. Ben, enchanté, merci. Très bien. Allez, une petite dernière comme ça. Vous-même, peut-être. Des informations, je suis venu chercher, et également des solutions. Mon Dieu. Ah, vous mettez la pression, là. Alors, tout de suite, pour que les gens puissent partir immédiatement de la salle, j'ai pas de solution. D'accord? Soyons clairs. J'ai pas de produit à vendre. Donc, soyons clairs aussi. On verra, peut-être que vous découvrirez des choses, mais par contre, j'ai des idées à partager avec vous. Et sur ces idées, peut-être de revenir, je pense que vous étiez ce matin à la conférence de Luc Ferry, donc absolument passionnante. Moi, j'adore, chaque fois que je l'entends, c'est un véritable bonheur. Et je voulais revenir simplement, puisqu'on va rentrer vraiment les mains dans le cambouis sur ce que veut dire la transition digitale. Alors déjà, est-ce que vous savez la différence entre transition digitale et transition numérique? Parce que des fois, on emploie les mots un petit peu l'un pour l'autre, hein, non, pas trop, bon. Écoutez, c'est simple, hein, le numérique, on va faire simple. Le numérique, c'est les outils, en gros, et c'est l'évolution technologique des outils et l'usage des outils. Et la transition générale, la transition digitale, comme l'a dit Luc Ferry ce matin, c'est la véritable révolution, c'est-à-dire c'est la transformation de la chaîne de valeur et de la production de la chaîne de valeur. Et donc, ce qui est intéressant dans nos métiers, et je parlerai sur deux axes, hein, je peux parler sur deux axes en fait, puisque madame a eu la gentillesse de dire que je l'avais formé un jour, donc peut-être déformé, devrais-je dire, et je l'espère, tant mieux, ça aurait été mon rôle. Je peux parler sur les deux axes, c'est-à-dire aussi bien du côté du métier du formateur que du métier du RH, puisque nous accompagnons évidemment des entreprises dans la transformation, non pas digitale, mais dans la transformation qui est liée à l'introduction du monde digital, et du monde numérique, pardon, donc cette transformation digitale.
Et comme l'a dit Luc Ferry, dans cette révolution, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ça affecte totalement la chaîne de valeur. Il vous a donné l'exemple, bien sûr, de Uber. Il vous a donné... Alors j'aime bien parce que maintenant, Uber, on veut absolument m'écrire UBER, donc j'insiste, hein, j'ai un H devant moi. Hein, donc me mettez pas Uber, bien que je vous parlerai de l'ubérisation de la formation. Mais donc ça affecte la chaîne de production et ça affecte les maillons qui construisent cette chaîne de production. Et donc vous avez des maillons, comme il l'a parfaitement expliqué, qui se détruisent, vous avez des maillons qui se créent, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'en avoir peur, et vous avez aussi un changement de la valeur du maillon. Hein, alors ça, c'est intéressant parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on parlera du prix du maillon. Hein, aujourd'hui, justement, il l'a dit parce qu'il a dit qu'en tant que chercheur, il était mal payé. C'est pour ça qu'il a essayé de faire ministre à un moment donné. Mais il a vu qu'il n'y avait pas de carrière dans ministre. Alors il est redevenu chercheur et conférencier. On parlera de la valeur du maillon et du prix qu'on achète le maillon. Et là, vous verrez qu'on peut avoir quelques surprises parce qu'il en a un petit peu parlé ce matin. Dans les autres pays, on a déjà compris que la valeur intellectuelle devait se payer extrêmement cher puisqu'elle était la clé du développement des compétences. Donc si vous payez moins cher celui qui est censé venir développer vos compétences, posez-vous des questions. Donc modification des acteurs, modification de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire qu'effectivement, le formateur qui continue à penser qu'il va intervenir toujours en faisant le même cours pendant X années et répéter comme ça devant les élèves, ça fait longtemps que les élèves d'université ont bien compris qu'on pouvait le filmer et qu'on pouvait accéder à son discours parce qu'il ne changeait pas d'une année sur l'autre. Donc celui-là, c'est sûr que sa valeur, il va la perdre de plus en plus. Hein, je reviendrai aussi là-dessus. J'aime bien parce que c'est mon combat depuis 25 ans, alors si Luc Ferry, même un peu plus, parce que je crois que j'ai vieilli depuis, mais si Luc a raison, j'aime bien son discours de la fin des Bac plus 10, parce que moi, c'est celui que je prône depuis des années. Et Adam a eu la gentillesse ce matin de me donner du petit lait à boire, puisque dans les stratégies RH que nous mettons en place, et dans les modèles que nous mettons en place, alors bien sûr que le job description, pour m'être baladé dans le monde entier, 100% des job descriptions sont fausses, voilà, dans toutes les entreprises du monde. Hein, je pourrais vous expliquer pourquoi un jour, mais 100% sont fausses. Donc elles ne servent strictement à rien, sinon à faire gagner de l'argent à certains cabinets de consulting. Et Dieu sait qu'en France, on a su faire ça, puisqu'on a sponsorisé pendant des années des consultants pour aller faire, soi-disant, de la GPEC dans les entreprises. Alors ça aussi, la GPEC, je ne comprends pas qu'on utilise ce mot-là. Hein, en France, complètement attardé, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors on a tout faux partout, d'accord ? Gestion, déjà. Bon, gestion, on peut se poser la question, c'est un peu administratif. Prévisionnel, c'est comme si on était Madame Irma. Mais, allez, test ensemble. Prenez un bout de papier. Très vite. Allez, prenez un bout de papier, là, on n'a pas le temps, on n'a qu'une heure, si vous voulez que je dise des choses, voilà. Bon, maintenant, allez, en 1 minute 30, dessinez-moi un martien. Dessinez-moi un martien. Bon, il y en a qui dessinent, il y en a qui ne le font pas, parce qu'ils se disent, mais à quoi ça peut ressembler, un martien ? Tu permets, Adam, puisque je vois que tu participes, j'adore, fais-moi voir ton martien. Sympa, parfait. Oh, oui, il ressemble un peu à mon chat d'ailleurs, hein, avec le 3e œil, justement, parfait. Voilà, c'est le chat d'Adam. Si j'en prends 10 dans la salle, votre martien ne pourra ressembler qu'à ce que vous connaissez. Ah ah. Donc, il l'a dit, Luc, on ne peut pas inventer les métiers qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, effectivement, Charles, Louis, enfin ceux des siècles précédents, ils ne savaient pas quels seraient les métiers d'aujourd'hui. Nous non plus, on ne sait pas quels sont les métiers de demain. Alors, si vous commencez à me parler de gestion prévisionnelle, déjà, après, emploi. Mais c'est fini. Vous avez un emploi, vous les jeunes, là ? Non, vous n'avez plus d'emploi. C'est fini, l'emploi. À compétence. Ah, ça, à ce mot-là, je garde. Je garde. Mais encore faut-il qu'on sache le définir. Ce n'est pas l'objet de cette réunion. Mais juste pour vous dire que nous, on parlerait beaucoup plus facilement gardons le mot gestion, parce que sinon, on va faire trop de changements à la fois. Mais si on veut garder GPEC, et qu'on gardera gestion, essayons de remplacer déjà le P par prospective. Déjà, prospective, vous savez, c'est faire des scénarios, hein, en se disant, voilà. Et la prospective, c'est être capable de mettre des signaux faibles, des indicateurs sur des signaux faibles pour identifier comment les compétences vont se développer dans les années à venir. La deuxième chose,
c'est que derrière prospective, moi je parlerai des exigences et non plus des emplois. Je garderai le E pour exigence. C'est quoi les exigences qui apparaissent aujourd'hui? C'est quoi les exigences qui vont piloter cette agilité dont tu parlais ce matin, hein, et qui vont nécessiter justement de l'agilité et de l'ajustement pour aller vers ça. Et enfin, gardons évidemment compétences parce qu'il faudra les développer. Mais je vous rassure, hein, développer les compétences, ça n'a rien à voir avec la formation professionnelle. Hein. Ah, boum, encore une claque. Ben oui. Vous savez pourquoi on est le plus mauvais pays au monde en formation professionnelle? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des organismes de formation. Je vous avais dit, je serais un peu provocateur. J'espère qu'il y a des organismes de formation dans la salle. Parce que ce n'est pas de leur faute si les gens ne sont pas compétents. Si les gens ne sont pas compétents, et ce n'est pas pour rien qu'on le développe aujourd'hui, qui est un modèle de l'alternance, qui est que la compétence ne relève que du management en entreprise. Que ça. Et donc, forcément, quand on va parler de la transition digitale, on ne peut pas imaginer que la transition digitale se fasse dans les organismes de formation sans qu'elle se fasse dans la fonction RH, mais surtout dans une chaîne de valeur complète. Et je l'ai dit, on modifie cette chaîne de valeur, on modifie les acteurs, on modifie les maillons. Et bien évidemment, la fonction RH et le management sont des maillons essentiels. Alors, je vais m'arrêter ici pour rentrer dans une exemplarité avec des invités que vous allez découvrir dans quelques instants. Je voudrais juste terminer avec un petit hommage, quand même. Forcément, je ne peux pas faire autrement. Il nous a quittés. Je vais essayer de ne pas pleurer, parce que ça va me tirer des larmes. Hein. Il m'a élevé, finalement. Mais je voudrais juste vous demander dans la salle, est-ce qu'il y en a qui avaient eu la chance de voir Johnny Hallyday sur scène? Ah, quand même, hein. Ah ouais, moi aussi. Est-ce qu'il y en a qui regrettent de ne l'avoir jamais vu sur scène aujourd'hui? Eh oui, forcément, il y en a quelques-uns. Est-ce que vous pensez que de le voir aujourd'hui sur un grand écran, finalement, c'est la même chose que de le voir sur scène? Non. Eh oui. Donc, quelque part, le numérique ne remplace pas tout. Est-ce que vous pensez, par contre, que nous reverrons un jour Johnny Hallyday sur scène? Peut-être. Eh ouais, peut-être. Avec ce qu'on nous a dit ce matin, hein, avec la transhumanité, avec tout ça, peut-être qu'un jour... Alors, on le sait, hein, on peut revoir du concert virtuel, on a des politiciens qui s'en sont déjà emparés, on peut revoir. Donc on sait aussi qu'on prépare hein, en ce moment un concert de Michael Jackson totalement virtuel, on le travaille là-dessus, etc. Est-ce que ce sera pareil? On verra. Mais voilà, donc tout ça, c'est cette mutation. Alors, ce que je voudrais, c'est demander à mon ami Adam, puisque nous collaborons, on s'est rencontrés 2 fois, voilà, mais on a dit, tiens, c'est bien, on va collaborer. Je reparlerai de cet aspect collaboratif. Là, je vais utiliser une de ses compétences, qui est sa langue maternelle, pour, avec moi, animer maintenant un meeting tripartite. On va voir si nos collègues sont bien restés en ligne. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît? Alors, on a l'image. Je vais essayer d'agrandir l'écran. Donc, vous allez voir ma compétence technologique. On va fermer la fenêtre ici. Hi, Jean. How are you? Yeah, hello. Hello. Yeah. Where are you currently? You are home? Yeah. At home? Right now? Yeah. Yeah? What time is it for you? It's 9 o'clock in the night. Yeah. 9 o'clock at night. Dinner was good? Yeah. Yeah? It's good. Yeah. Okay. Fine. Frédéric? Allô, Frédéric? Ah, on a perdu Frédéric. Frédéric? Frédéric? Allô, allô? Et voilà, les miracles de la technologie, n'est-ce pas? Alors, Frédéric est aux États-Unis, normalement. Allô, allô? Alors, on va essayer de le rappeler. Excusez-nous, c'était comme au temps de la... Allô, allô? Bon. Alors, pour l'instant, on va faire sans Frédéric. Okay. Jean, we will speak with you now because Frédéric leaves the meeting for the moment. I don't know why. Okay. Adam, j'aimerais qu'on demande justement à Zujin si finalement ces nouveaux outils
qui fait que on devrait... Non, ça marchait, il y a évidemment comme d'habitude, ça marchait il y a 15 secondes, ils étaient en ligne tous les trois, et là on n'arrive plus à rien faire. Si ces nouveaux outils ne sont pas quelque part une forme de maltraitance, parce que ici on devait avoir un meeting entre Zhu Jin, qui se trouve donc en Chine, il est 9h du soir, et Frédéric qui se trouve à Détroit, aux USA, et pour lui, il doit être 9h du matin. Voilà. Et ce genre de meeting dans ces grandes compagnies a lieu assez régulièrement. Donc je voudrais peut-être qu'on commence avec Zhu Jin, qu'elle nous demande de réagir à cela. Jin, hi. Hubert's question was really about the impact that modern technology and tools have on the distance that you manage to keep between your work life and your personal life. And this is a very good example. We're live in a meeting. You're live coming to us here in Paris. It's past 9 o'clock in the evening. We can see that you're at home. You should have finished your workday a long time ago. Well, what's the general feeling on that within companies in China? Is that something that people are sensitive to? Are you doing your best to make sure that these new technology tools don't take over everybody's personal life and sacrifice the workplace to everything else? Okay, so I hope I can have the good understand to understand what you said, because I worried my English is not good. But I think I catch your meaning of what you said. Currently, how to say it's I already adapt this different the country and different the time. The jet lag, you know, for the conference call, and we cross the countries, cross country to communicate and to have some the meeting to exchange. If we have some the topic need to discussing, and if we have some urgent to exchange, it's very very easy and quickly to connection the different country, and we can to have the very soon the exchange to each other. So it's good as a digital, we can feel everything is going well and everything is can quickly to get. Yeah, very, very nice, yeah. Ok, donc ça permet évidemment énormément de réactivité, ça permet d'être extrêmement pragmatique, extrêmement pratique dans la gestion de ces dossiers plus ou moins en temps réel. Les outils sont donc une source de productivité, une source de confort en ce qui concerne le fait d'avancer sur les projets. Ceci étant dit, comme Jin l'a dit, ça nécessite une certaine adaptation sur le plan purement personnel. Ça nécessite certains sacrifices et certains arbitrages. Et le fait qu'elle nous parle depuis chez elle à 9h passées du soir en est une parfaite illustration. Alors Frédéric, tu viens d'entendre la réaction de Zhu Jin. Alors, vous voyez, en parallèle, l'avantage, on a WeChat. WeChat, alors c'est le Facebook chinois. Hein, donc, on est ensemble en groupe comme sur un Facebook. Mais comme vous l'a dit ce matin Luc Ferry, les Chinois ont tout réinventé. Hein, ils n'utilisent rien de l'extérieur. D'ailleurs, tout est interdit en Chine. Donc là, on est sur le WeChat. Donc j'ai fait un petit coup avec Frédéric et maintenant il est en ligne. Donc Frédéric, on parlait peut-être d'une forme de maltraitance de ces réunions maintenant et de cet empiètement vie privée, vie publique, vie professionnelle. Comment vous le vivez ? C'est effectivement un point important. Les outils à notre disposition permettent une grande flexibilité dans les horaires de travail et les lieux de travail, quitte à être effectivement très intrusif dans la vie privée. Donc on est vraiment dans une période de transition sur ces aspects, où je pense que l'équilibre et les habitudes n'ont pas été encore complètement trouvées et revues. Ceci dit, avec le fait que de toute façon, il sera toujours 9h en Chine et du soir et toujours 9h du matin aux États-Unis, on sera toujours sur cette plage horaire difficile. Alors, est-ce qu'il faut réinventer le temps de travail ? Alors, probablement, effectivement, avec cette flexibilité donnée par les outils, probablement rester sur des contrats de travail à 35 ou 39 heures en base et en réalité beaucoup plus pour beaucoup d'entre nous. C'est peut-être pas uniquement la bonne façon
de formaliser le travail, de cadrer le travail des collaborateurs dans l'entreprise, effectivement. Je vais revenir vers Zhu Jin, puisqu'on parle de politique sociale. Ici, nous parlons d'agilité, nous parlons aussi de bien-être. On vient de voir que ce n'est pas toujours du bien-être. Et je voulais demander, en Chine, on s'intéresse à la politique sociale, on s'intéresse au bien-être des collaborateurs? Yeah. Jean, so here the question is more about the importance of employee relations in China. Here in Europe, we have a certain number of stereotypes maybe about how employee relations is dealt with in China, and we'd be interested to have your opinion on that as somebody who deals with this on a daily basis. Are employee relations important for a Chinese company nowadays? Yes, the China, it's linked to the China's culture and linked to our history. The China is very, very focused on the atmosphere. It's between people, and we want to create the trust, the atmosphere. It's very important, and we hope in a company to see the people as not the employee or employer, and we are the good partner, and to help each other to go to growth. So we've from the human resource side, we have more the focus on the to improve the relationship, the good relationship with the employee, and we focus on their well-being, to focus on their feeling is good or not. We will to think about what is the contribution from the company and how could we to give them more to our employees, to let them more to have the good willing to stay here and want to grow with the company. Yeah. Thank you very much. Donc, thank you. Indépendamment de certains a priori ou préjugés que nous pouvons avoir ici en Europe, culturellement parlant, historiquement parlant, la Chine est un pays qui attache énormément d'importance en fait à la notion de confiance, d'ambiance et de partenariat sur le lieu de travail. Le mot partenariat a été utilisé à plusieurs reprises. Les entreprises chinoises essaient de ne pas raisonner en termes employeur-employé, mais plutôt en matière de partenaire. Et effectivement, la notion de bien-être au travail est pris plutôt au sérieux avec des mesures concrètes, des initiatives tangibles pour dialoguer avec les employés, leur demander ce que l'entreprise pourrait faire de plus pour améliorer ce bien-être dans un contexte où, bien évidemment, tout le monde travaille beaucoup, tout le monde travaille très dur et les objectifs d'efficacité, de rentabilité, de productivité sont extrêmement élevés, ça on le sait. Voilà, alors juste pour information, quand on dit extrêmement élevé, pas dans les croyances françaises, ils travaillent 40 heures, 35 à 40 heures suivant les cas, et ils ont aussi le samedi et le dimanche, donc on n'est pas du tout dans un système où on pourrait imaginer qu'ils travaillent 15 heures par jour, c'est pas du tout le cas, et donc cette bienveillance est importante. Et aussi dans la bienveillance, je crois qu'on peut demander à Jean, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose derrière, il y a une compréhension de l'entreprise, c'est que les gens partent très très vite de l'entreprise dès qu'ils sont compétents. Donc il faut aussi savoir les garder, a priori. On peut peut-être lui poser la question. Yeah, that was a follow-up question, Jin, is the phenomenon that in China, when employees have been trained and acquired skills and competencies with a company, they will have a tendency to leave that company quite quickly and move on to a new job and a new position. Is that the case? And what do companies do to try and retain their best employees and get return on the investment that they have made to develop their competencies? Maybe the network is not very good, so I just can catch some words from you. So I guess maybe you talk about why our company to focus on the skill management, to why focus on the competency, right? Mm-hmm. Absolutely. And how do you retain the best people? How do you retain the best talents? Okay, I got very clear. So I think in our company we focus on the skill.
to improve the employee the ability. It is so important because currently in China, I think in all other in the world. Sorry, Jean, we have a problem with and the market. Sorry, Jean, could you repeat the last sentence because we have a little problem with the sound. Okay, so I said that the competency system we want to create, and how could we return our best employee and good talent. The important is the competency. It's very, very good the tools and very good the path to lead company the growth and lead the employee the growth, the both. And then why we create the skill management, that means it is good to incentive the employee to get the more ability and can give them the more opportunity to get the different the work and different the positions, and they can get the new opportunity and some promotion from our company. They can contribution themselves, and another side, they can get more opportunity from our companies. Yeah. Okay, thank you. I think this is the best way. Yeah. Thank you for that. Donc bien évidemment, il y a l'accent est mis bien évidemment sur la montée en compétences pour des raisons d'efficacité opérationnelle. L'accès est mis dans un premier temps sur les récompenses qui sont proposées aux employés qui développent leurs compétences et qui deviennent plus compétents, plus efficaces, plus productifs. Récompenses relativement matérielles dans un premier temps, mais Jean a insisté sur le fait que les entreprises chinoises travaillent de plus en plus sur le besoin de proposer des opportunités d'avancement, des promotions aux jeunes talents qui se développent, qui acquièrent de nouvelles compétences. Et donc, on commence à être dans une logique de gestion de carrière comme celle que nous comprenons dans notre terminologie ici à l'Ouest. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup de temps, donc juste pour vous situer, Jean est responsable ressources humaines dans une compagnie équipementier automobile. C'est une compagnie qui est très très bien positionnée, mais qui en Chine fait en gros 500 à 600 salariés aujourd'hui, donc c'est pas non plus une très grande entreprise, et qui a donc cette forte préoccupation de besoin de management de ressources humaines, de compétences et de conserver, alors de gérer des talents. J'insiste aussi sur une idée qui a été exprimé, qui n'a peut-être pas été bien entendu, mais c'est manager les talents pour garder les talents, mais aussi aider les personnes à sortir de l'entreprise, c'est-à-dire d'arriver à gérer de l'entrée-sortie. Donc ça, c'est important. Je vais revenir vers Frédéric. Frédéric, vous êtes aussi une PME dans le domaine automotive, spécialisée donc dans un produit hautement technologique. Êtes-vous d'abord, vous en tant qu'entreprise, on va parler maintenant de digital, très digitalisé? Est-ce que vous utilisez beaucoup d'outils digitaux? Aujourd'hui, non. Ce sont des outils simples, encore beaucoup de tableaux Excel, malheureusement. Mais on a une vraie stratégie orientée vers le digital et des investissements dans ce sens-là. Et on attend du digital de nous apporter de l'agilité, de la performance, du gain de compétences pour vraiment beaucoup mieux gérer notre métier et travailler dans la direction d'une plus grande satisfaction de nos clients. Alors, on va revenir sur cette expérience dans le digital, mais avant, quand même, vous êtes aux États-Unis alors que vous êtes patron en France, donc vous vous implantez à l'international. Pourquoi vous êtes aux États-Unis alors qu'on a Link, alors que vous pourriez faire ça à distance? Je ne vais pas me comparer à Johnny Hallyday, loin de là. Et j'aspire à vivre plus vieux, mais clairement, il y a des situations, des discussions où le digital, en tout cas avec les outils existants aujourd'hui, ne permettent pas la même qualité de travail et d'échange que du face-à-face.
Le digital, on le voit bien, on l'utilise beaucoup avec les équipes à l'international, mais c'est d'abord pour des sujets très spécifiques, bien préparés en amont, où on sait déjà à l'avance ce que l'on devra y faire, et sur un temps court. En revanche, quand on parle de développement de stratégie, de présentation du business model, de brainstorming autour de plans d'action, là, le contact face à face est important. Et on sait tous que dans une relation de travail, le temps passé en dehors de l'entreprise, à travers des déjeuners ou des événements le soir avec les collègues, permet énormément de créer du lien dans les équipes. Et aujourd'hui, le digital ne le permet pas. Donc en gros, vous replacez ça sur l'aspect émotionnel. Clairement, oui. Vraiment les relations entre humains. Alors justement, vous parliez d'investissement numérique. Vers quoi vous orientez vos investissements? Parce que le numérique, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a par exemple une expérimentation fondamentale pour vous? Alors on en a deux. Une sur la formation à distance de collègues ou d'opérateurs clients par rapport à des solutions qu'on peut installer. Et deuxième expérimentation très importante, c'est le suivi à distance de la performance de nos solutions chez les clients. Pour être capable d'anticiper les problèmes, d'intervenir à distance pour, et d'une part, diminuer les coûts d'intervention et augmenter la réactivité. Alors, concrètement, ça se présente comment? Alors, ça se présente, on a tous entendu parler des Google Glass. Hein. Donc, ça va être de la réalité augmentée où on peut voir en live ce qui se passe chez les clients, où on peut orienter le client à travers de la réalité augmentée en disant, ben voilà, allez regarder ce qui se passe à tel endroit sur la machine, montrez-nous à quoi ressemble la pièce produite s'il y a un défaut, ce qui nous permet à distance d'avoir une vraie expertise et d'orienter les clients. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est autour de accès à distance et réalité augmentée. D'accord. Et donc, dans cette formation à distance, puisqu'on avait eu l'occasion d'échanger sur le sujet, l'une des choses importantes pour vous, c'est finalement que vous mettez vos machines chez des clients. Il n'y a guère qu'un ou deux opérateurs qui s'en servent, mais les opérateurs ont un fort turnover. Donc, il faudrait sans arrêt envoyer un formateur là-bas, c'est ça? Exactement, oui. Exactement. Donc là, le gain est extrêmement fort dans cette approche numérique. Ben, le gain est très fort et je dirais que au-delà d'être très fort, il rend un business possible qui, sans cet accès à distance, économiquement, ce ne serait pas rentable. Les clients ne pourraient pas supporter financièrement les coûts de formation en face à face, les coûts de transport et ainsi de suite. Et nous non plus. Donc là, c'est vraiment un élément qui rend des nouveaux business possibles, alors qu'avec les voies traditionnelles, ce serait extrêmement compliqué, voire réellement impossible. Très bien, merci. Je vais revenir vers Jean et on va demander maintenant à Jean qui nous a expliqué combien le management des compétences était absolument fondamental. Il y a donc chez Jean un projet digital qui est en cours d'implémentation et je voudrais qu'on lui demande qu'est-ce qu'elle attend de cette digitalisation, non seulement peut-être en termes de gestion des individus, mais surtout en termes de management des compétences. Qu'est-ce que ça va apporter? Yes, Jean, you've spoken to us about what you're doing in competency and skill management. What are you expecting to get in terms of benefits from using new digital technology for these competency and skill management tasks? What are you hoping to get as a result? What are you hoping to get as benefits? And what tasks will you be using them for? Yes, how to say I like digital because now I have some the good feeling and I already touched some of the digital in the human resource management, especially in skill management, and it's linked to the people development, the training, the appraisal,
Because now and before, we have the many paperwork to prepare some of the documents and to interview with employees, something like that. And we have the long procedure to do this whole procedure. We already to see a new platform or digital platform that all the procedure and all some of the tools we will to have the good some of the system to help me to complete all the procedure. And this digital platform have very strong the analysis the function and can help me to soon get the figures and to do the analyze according to the different dimensions. Okay. And I think the key the benefit from the competency management is that the system have the good and strong the tools to help me to do the people appraisal, the ability, the evaluation, and the performance evaluation. Okay. And so it's not just a question of speed, of saving time. It's also a question of helping you to improve the quality of your competency and skills management. The quality, you mean the quality, right? The quality of what you're doing in skills management. The quality, I think, it's good than before. Because the how to say the skill management for the tool, we could soon get result for the employees. Sorry, Jean, we lose you. Could you repeat the last sentence? Okay, so can you hear me? I think we lose you. The sound is very bad. It's very poor there. Okay. Okay, so. Oh, go ahead. I think you come back, Jin. Go ahead. Okay, can you hear me? Yeah. Okay. I repeat what I said before. I say that in my company, the competency management by digital, the way is the good because we. Through this platform, can quickly get the people appraisal and can quickly to get employees' abilities, spider the map, and employee as the manager and HR can quickly know what is weakness for these people and what is strong point for this employee. Then we can to easily arrange these people's training plan and development plan. And the quality for this sale is high efficiency and reduce the mistake. Okay, that's great. I got that. Yes, okay. We can translate and... Thank you, Jane. Thank you. C'est évidemment une question de vitesse, c'est une question de volumétrie. Le gain de temps est énorme et Jane m'a parlé de réduction des temps de travail, mais réduction aussi des effectifs nécessaires pour traiter les dossiers de plan de formation, de gestion de compétences, mais elle a aussi parlé du pouvoir, notamment pouvoir en termes d'analyse des nouveaux outils qui lui permettent d'améliorer la qualité du travail qu'elle fait sur les différents dossiers des différents collaborateurs, la pertinence des propositions qu'elle est capable de mettre en place et de réduire les erreurs. Il y a moins de trous dans la raquette et beaucoup plus de réactivité. Thank you very much, Jin. Thank you very much. Je crois qu'on peut vraiment remercier. Donc, une centaine de personnes vont vous remercier maintenant. Thank you very much. Thank you. And we let you work for Frederick and you go to bed probably. And thank you very much, Jean, for your participation. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Alors. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much.
ce qu'on voulait illustrer avec ces quelques interventions, et désolé pour la qualité, on voit que le numérique n'est pas toujours au top des performances, mais c'était plusieurs choses. Et je reviendrai 2 secondes sur l'exemple de Jean qu'on a traduit un peu rapidement, mais qui, dans ce digital, lui permet évidemment d'un côté de gérer la paye, les congés, le machin, les salariés, et ça c'est sûr. Mais comme on l'a dit, à partir du moment où il n'y a plus de job description, il faut partir du quotidien, il faut partir de la personne, de ce qu'elle fait, de ses forces, etc. Et malheureusement, ça ne peut pas être le travail du RH, ça ne peut être que le travail du manager. Et donc le projet digital consiste aujourd'hui à donner au management les outils qui vont permettre d'accompagner le développement de compétences et d'accompagner le collaborateur dans son propre projet personnel. Et j'insiste là-dessus parce que du coup, de l'autre côté, le collaborateur va aussi avoir une lisibilité totale sur ses compétences, c'est ce qui va se faire là-bas, hein. Il a une lisibilité totale sur ses compétences et les compétences qui vont être nécessaires dans l'entreprise au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc les collaborateurs s'impliquent aussi dans leur propre management de compétences. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais souligner quelques points, et en particulier quelques enjeux. D'abord, comme on l'a un peu entendu, et c'est ce qu'on voulait illustrer, arrêtons de parler du digital, du numérique, etc. Vous savez, on nous met un écran ici, j'aurais préféré qu'on nous mette un cerveau et un cœur. Hein, parce que l'écran, pour moi, ça ne fait pas tout. Et alors, je vois la bêtise toujours de notre pauvre tiers-monde numérique, où comme on veut promouvoir les choses, vous avez des appels d'offres qui sont publiés aujourd'hui par Pôle emploi, etc., où on nous dit 80% en blend learning. Alors, pourquoi pas 75, pourquoi pas 70, pourquoi pas 50, pourquoi pas 100, on ne sait pas, hein. Non. C'est-à-dire qu'on est dans le monde de l'imbécilité la plus totale. Il n'y a pas de réflexion. Et ce que je voulais illustrer avec Frédéric, c'est que quand on doit piloter un projet, on commence par le piloter par le résultat. Et il y a donc des modifications profondes pour la fonction RH qui entrent en jeu. Ces modifications, c'est sur le changement de rôle. C'est un rôle où on va accompagner le changement de l'entreprise. C'est un rôle qui est lié avec le projet, le management de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque individu est un projet de compétences à manager. Et le rôle de la fonction RH, aujourd'hui, c'est pas de faire de la paye. Hein. Ça s'appelait un directeur du personnel. C'est pas de gérer les prud'hommes. C'est du directeur du personnel. C'est pas un RH. Un RH, aujourd'hui, on a été obligé d'ailleurs d'appeler ça, moi j'ai connu un des premiers RH en France, c'était en 1980, ça vous dit à peu près d'où je viens. Aujourd'hui, la fonction RH, elle est redevenue ce qu'était le chef de personnel dans les années 70. C'est-à-dire quelqu'un qui gère de la paperasse. C'est pas ce qu'on attend. Un responsable formation, c'est pas quelqu'un qui va acheter sur du catalogue et qui continue à gérer le CPF comme du DIF. Le CPF est un outil de dialogue qui doit permettre de gérer du projet. Et donc, à travers cela, le RH devient quelqu'un qui est un manager de talent. Donc, il change de rôle et on a, comme l'a dit Ferry, des nouveaux métiers qui apparaissent. Donc, comme je disais, le projet de développement de compétences, nouveaux métiers. Le formateur qui change de rôle. Le formateur n'a de sens aujourd'hui que dans la relation humaine, et j'aimais bien l'exemple de l'infirmière qui va remplacer le médecin, c'est-à-dire que si le formateur n'est pas bienveillant, il n'a pas de raison d'être. Et c'est ce que disait Frédéric dans les relations humaines. Donc on a des formateurs bienveillants qui sont là pour faire du succès. D'ailleurs, dans les entreprises en Chine, on parle du servant leadership où le manager est rémunéré aujourd'hui sur le succès de son équipe et non plus sur ses objectifs. D'accord ? Donc, on change de modèle. Le formateur change. Ensuite, on a des nouveaux métiers aussi comme gestionnaire, développeur de talent, pardon, je l'ai déjà dit, ingénieur de parcours. On parle d'ingénierie de formation. Mais l'ingénierie de formation, c'est dans les OF pour essayer de fabriquer des titres, des diplômes, des choses comme ça. D'ailleurs, au passage, encore la bêtise française avec le RNCP, hein, où il faut avoir un titre pour passer au CPF. C'est débile. Où est-ce qu'on reconnaît la compétence ? Donc, c'est plus du tout adapté au modèle des entreprises. L'entreprise a besoin qu'on reconnaisse ses compétences et ses besoins en compétences. Donc la formation est là pour accompagner du développement de compétences. Et l'ingénierie, elle va prendre peut-être une toute petite part de transfert de savoir, de savoir-faire pour que ce soit nécessaire, mais une très grosse part de comment on transforme ça en talent au poste de travail. On va avoir aussi l'évaluateur et l'accompagnant. Et là, j'insiste sur l'évaluateur parce qu'encore en France, on est dans la misère en revoyant l'évaluation à travers le modèle de l'éducation nationale qui est une évaluation sanction et où là, l'évaluation, on devrait utiliser le mot assessment,
Weissmann, qui a beaucoup plus de sens, où en fait c'est une analyse globale de la progression de l'individu dans le process qui le forme. Donc qui permet à la fois de valider sa progression, mais en même temps de s'assurer que ce que l'on a mis en place marche bien. Et dans le domaine de la transition digitale et des outils numériques, si vous ne mettez pas ça en place, c'est un gouffre à pognon monstrueux. Prenons les MOOC, seulement 2% des personnes arrivent au bout des MOOC. Et la question que ça va nous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? De la quantité ou de la qualité? Donc la grande mode aujourd'hui, c'est de mettre du digital et du numérique. Mais la vraie raison, c'est comment ce digital, ce numérique, vont instrumenter nos process pour que ça devienne des process de succès. Et il va falloir qu'on soit dans un modèle où on va partager entre la maquette, j'aimais bien l'idée, la maquette, le test, l'expérimentation, l'analyse du résultat. Et puis, je voudrais insister sur ce qu'on a un peu illustré de façon un peu humoristique et peut-être rapide, mais c'est les risques de maltraitance. Je considère aujourd'hui que nous avons dans l'usage des outils, et le mauvais usage des outils, comme nous venons de le voir assez récemment, oui, 2 petites secondes, on voit assez récemment, les gens ne sont pas tous faits pour travailler derrière un écran. C'est d'une violence extrême. Quand on vous dit vous allez devoir apprendre tout seul derrière l'écran, c'est d'une violence extrême. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les MOOC, tout le monde ne va pas au bout. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises qui ont mis en place de la formation digitale en reviennent aujourd'hui. Parce qu'on a voulu aller vers le tout digital. Parce que les réseaux sociaux, et vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais de WeChat, j'en ai des réseaux sociaux. Vous voulez que je vous dise, là, sur un téléphone comme celui-là, c'est ce qui m'énerve un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour travailler, alors, on avait Skype, d'accord, j'ai WeChat, j'ai WhatsApp, j'ai Messenger, j'ai SMS, j'ai Viber. Voilà, tout ça parce qu'aujourd'hui, il faut avoir tout ça pour pouvoir dialoguer avec les uns ou avec les autres. Vous voulez intervenir? Alors attendez, parce que vous êtes gentil, mais il faut un micro. Excusez-moi, sans ça, on ne va pas vous entendre. Allez, allez-y, on ne va pas se priver de l'interactivité. Oui, excusez-moi, bonjour, je vous ai vu plusieurs fois insister sur les effets de maltraitance, les mauvais effets. Ah bah ouais, mon fils est devenu autiste. C'est ça, et du coup, chez Bip Digital, où je suis ici avec mon associé, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Si bah, venez m'expliquer. Allez-y, expliquez-nous. Alors, je vais me mettre là, je vais vous regarder, allez-y. Ouais, si je peux un peu nous présenter rapidement. Allez-y, on a 3-4 minutes, parce que malheureusement... ouais, très vite. Non, je fais vite. On va vite, c'est ça. Il faut être agile. Avec Ibrahim, on est 2 des fondateurs de la startup Bip Digital. Et nous, justement, au contraire de ce que vous disiez là, on a justement envie d'amener de la bientraitance aux entreprises, aux salariés, via le digital. Alors comment vous mettez de la bientraitance avec un nouveau réseau social où, comme je disais, pour moi, c'est de l'autisme. On passe son temps à le regarder. Maintenant, le pire, c'est les montres Apple, vous savez. Avant, les gens étaient comme ça. Maintenant, ils sont... Voilà, puis comme je ne suis pas en réalité augmentée, je ne suis pas l'augmenté, donc j'ai toujours refusé de porter les lunettes, ce qui fait que moi j'ai un peu de mal maintenant à lire. La particularité des réseaux sociaux d'entreprise, c'est que déjà c'est détenu par l'entreprise, donc c'est interne, et il y a des freins à l'utilisation de ces réseaux sociaux. C'est qu'on a l'impression d'être fliqué parfois, même si c'est pas forcément vrai, et que c'est... Oh, ça, Luc Ferry nous a dit qu'on était bien fliqué. Allez-y. Voilà. Alors qu'il peut y avoir des solutions techniques et donc digitales qui se positionnent en tiers de confiance à l'extérieur des entreprises et qui permettent de répondre à un besoin bien précis. Donc nous, on prend ça à contre-pied, donc on met du lien social, on amène du lien social, comme le disait Frédéric. On ne peut pas faire du lien social qu'avec du digital uniquement, mais on peut faciliter la rencontre des collaborateurs d'une entreprise, par exemple autour d'un déjeuner, d'un dîner, d'une activité incentive ou quelque chose comme ça, à travers un outil digital. Donc on planifie un rendez-vous ou une activité entre salariés et on se rencontre. Donc ça, c'est un événement. On crée un événement, on passe pas plus de 10 à 15 secondes sur l'application, on participe à quelque chose et on y va. Donc c'est ce qu'on cherche à proposer. Donc c'est pour ça que... Donc vous tuez le digital en disant on l'utilise le moins possible pour remettre de la relation humaine dans l'entreprise. Il faut l'utiliser seulement ce qui est nécessaire en fait. On n'a pas prétention de dire que le digital a réponse à tout, mais il faut savoir ce qu'on en attend et à quel problème peut répondre le digital.
Ouais, moi, dans mon temps, dans mon vieux temps, il y avait un panneau d'affichage, on mettait samedi match de foot, cocktail de départ, machin, etc. On communiquait quand même dans l'entreprise. C'est un peu archaïque. Et puis dans des entreprises... Sympa les jeunes. Les entreprises d'aujourd'hui, elles sont grandes. Donc il faudrait combien de tableaux, par exemple, dans la tour granit de Société Générale? Il en faudrait un à tous les étages. Comment on fait? Je sais pas. Donc avec vous, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Donc c'est une application. Je sais pas si je peux en parler un peu. Ouais, juste une dernière question avant d'en parler. Vous avez dit tiers de confiance, mais justement, le DRH, puisque vous dites grande entreprise, il va quand même essayer de capter l'info, là, non? Il peut essayer, mais... Il peut essayer. Comme on dit tiers de confiance, on est à l'extérieur, en fait. Du coup, on lui donne uniquement ce qui est nécessaire, donc peut-être des informations, des indicateurs clés ou importants pour, par exemple, je sais pas, chaque année, une entreprise organise une fête de fin d'année, des événements pour motiver et garder les gens dans l'entreprise. Donc moi, ça m'est arrivé qu'on crée un événement de comédie musicale, mais j'aime pas trop ça en fait. Et chaque année, on a une comédie musicale, et c'est pas ce qui va me faire rester dans l'entreprise. Donc là, on peut mieux savoir ce qu'attendent les salariés et leur proposer du sport, leur proposer quelque chose qui les intéresse vraiment en fait. Ouais, comme Ibrahim le disait, c'est vraiment une plateforme collaborative. Donc c'est chaque salarié qui va pouvoir proposer ce qu'il a vraiment envie de faire. Et de l'autre côté, les décisionnaires, de manière anonyme, vont pouvoir savoir quel type d'activité pousser plus pour leurs salariés ou non. Alors ça va faire le lien avec le bien-être qui va arriver juste de derrière, mais juste comme ça pour savoir, vous allez donc créer de la dynamique, créer de la relation. En quoi ça peut nous intéresser, nous, pour les managers de compétences? Pour les managers de compétences, en fait, vu que c'est la parole qui est donnée aux salariés, on peut créer des activités de loisirs, mais aussi si un salarié a une compétence particulière, par exemple sur les tableurs Excel ou sur la blockchain ou sur différents types de compétences, et qu'il a envie de la partager avec les autres, il va simplement pouvoir créer l'événement sur l'application. Et après, tous les salariés qui sont intéressés par cette compétence vont pouvoir venir à la salle de réunion pour vraiment apprendre là-dessus. Alors, très vite, on montre? Oui. Alors en fait, d'abord, vous pouvez applaudir pour le spectacle parce que tout était monté, bien sûr. Donc en réalité, vous avez normalement reçu un lien, une adresse pour vous connecter sur leur application. Alors si vous voulez l'ouvrir, normalement, maintenant, elle est remplie et ils vont vous expliquer comment ça marche, puis après, on vous donnera la parole pour les questions. Donc allez-y, si vous avez les iPhones, vous avez le droit de les sortir dans la salle et vous nous expliquez rapidement ce qu'on trouve sur l'iPhone et ce qui s'y passe et ce que les gens vont pouvoir faire dans les semaines qui viennent. Sur l'application, vous pouvez la télécharger. Donc, soit vous avez reçu la newsletter où il y a un lien direct vers l'application, soit il vous suffit sur les stores de marquer BIM QVT pour qualité de vie au travail. Et ensuite, sur l'application, il faut s'inscrire. Ou d'aller les voir à la sortie, ils sont là aussi. On vous est pouvez juste les derrière voir. au village des startups. Donc, vous téléchargez l'application et vous inscrivez. Et quand vous êtes connecté, vous avez une vision sur les événements qui ont été proposés déjà. Donc on en a proposé certains, donc c'est aujourd'hui par rapport au salon. Alors là, l'idée, et je reviens, et notre ami Adam en mettra un dedans, et puis tout à l'heure aussi certainement, parce que l'idée, je disais, c'est échanger et de poursuivre l'échange. Eh bien là, typiquement, vous avez déjà dans l'agenda la possibilité de poursuivre cet échange-là et de l'approfondir sur ce thème-là, sur d'autres thèmes. Donc l'idée déjà, c'est de créer ces événements, et vous allez pouvoir en vrai vous inscrire dessus, en vrai continuer, et on va vous laisser l'appli, je pense, pour 3-4 mois, le temps de faire ces 50 jours dont nous parlait Adam, et vous allez même pouvoir, entre vous éventuellement, créer des événements et essayer de vous rassembler à travers ce petit réseau. Pour tester, vous allez les aider, parce que je fais un peu leur promo, parce qu'au dernier moment, ils ont accepté de jouer le jeu avec moi, je fais un peu leur promo, mais l'appli, elle n'est pas encore lancée. Vous êtes les premiers bêta-tests. En fait, elle a été testée en université, etc. Vous êtes les premiers bêta-testeurs. Alors, on a créé l'entreprise virtuelle CEDI, et puis vous êtes dans cette entreprise virtuelle pour 3 mois. Alors, je te laisse expliquer très, très vite. Il nous reste 2 minutes là-dessus, et puis après, je conclurai l'heure. Ouais, comme tu disais, par rapport aux conférences d'ici, il va y avoir des événements rebonds par rapport à ce qui vous a été présenté. Et donc, Hubert en a déjà proposé un ou deux, et Adam pourra en proposer aussi. Et donc, sur l'événement, il vous suffit juste de vous inscrire. Il y a un chat interne à l'événement qui vous permet aussi d'échanger par rapport à ce que vous voulez attendre de cet événement ou de ce que vous avez compris. Et ensuite, vous avez juste simplement à y aller. C'est assez simple. Voilà, donc normalement, c'est très simple. Adam, très vite. Je peux poser une question. Oui. Quand vous dites y aller, c'est
Ça se passe comment? C'est à nous de monter l'événement? Oui, c'est ça. N'importe qui ici peut monter un événement, il va le mettre dedans, et s'il y a des gens intéressés, ils vont s'inscrire, ils vont chatter, ils vont se rencontrer, et c'est en ça que ça va recréer du lien. Hein. Derrière, au lieu de faire de l'autisme, chacun dans son coin, c'est un outil qui a comme objet de créer du lien. Alors, très vite, parce qu'on arrive à la fin, il faut que je conclue, on peut donner le micro à la jeune fille pour les deux jeunes filles qui avaient des questions, mais très très vite, et après je vais conclure. Merci. Donc, en fait, moi, j'avais juste une question. L'application que vous avez mis au point, c'est une application qui va s'adresser vraiment à mettre en place dans une entreprise ou ça va vraiment être comme un réseau social, un mixte entre LinkedIn et un SIRH ou vraiment une plateforme interne d'entreprise? Parce que à la fois, vous parlez des collaborateurs, mais à la fois, vous parlez d'un réseau extérieur à l'entreprise. Merci pour votre question. En fait, cette application va être... l'entreprise va pouvoir acheter des licences pour ses salariés à elle. Et du coup, ça va permettre de créer de la cohésion dans l'entreprise. Donc c'est notre application qui est externe, donc c'est développé de notre côté en tant que BIM Digital. Et chaque salarié va pouvoir se créer un compte et créer des activités pour faire du lien dans son entreprise en interne. Donc soit par équipe, soit par service, soit par toute l'entreprise. Et aussi, on a aussi une option de créer du lien en inter-entreprise. Vu que dans certains cas, il y a des entreprises qui sont entourées de plusieurs autres entreprises qui peuvent avoir des synergies à se créer, donc de l'intérêt à se rencontrer, on va permettre aussi de créer des événements comme ça. Alors c'est pour ça que vous serez un peu un test, puisque normalement, on est à l'inverse de ce pourquoi est faite l'appli. Normalement, c'est vrai que c'était plutôt interne pour l'entreprise, pour refaire du lien entre les salariés, entre services, etc. Et là, on va tenter du lien large. Je suis désolé, on prend la deuxième question, mais vous pourrez discuter avec eux derrière. Mais c'était une très bonne question, justement, pour préciser que c'est d'abord un outil d'entreprise. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question en fait par rapport à la transformation digitale de manière générale, parce que très souvent, effectivement, les entreprises remettent cet objectif-là face au bien-être au travail. Et en fait, est-ce que c'est pas simplement une obligation au niveau des entreprises pour des raisons tout simplement générationnelles? Alors, très bonne question, et je vais m'en servir pour conclure. Merci, on vous retrouvera, donc on peut encore les applaudir. Bravo pour la prestation. Je vais conclure en quelques points et à partir de là. Alors, obligation, oui, il y a obligation. Je crois que Luc Ferry l'a dit, si on continue à penser qu'on pourra ne pas changer, ça ne marchera pas. Donc oui, il y a obligation. Par contre, il n'y a pas obligation d'être débile. Il n'y a pas obligation de le faire n'importe comment. Il n'y a pas obligation d'être dans l'incantation et de décider que demain matin, tout doit devenir digital, parce que là, ça deviendra de la maltraitance, clairement. Donc, les obligations, je vais les exprimer à travers 4 idées, mais en commençant par un point sur ce qu'est le changement. Il y a des spécialistes du changement, certainement, dans la salle. Mais je voudrais quand même rappeler que le changement, il y a trois niveaux dans le changement. Le premier consiste à ne pas changer. Et je suis désolé, vous allez croire que je ne suis pas français, mais je pense que quand on est en France, qu'on aime son pays comme Luc l'aime et il n'est pas parti, et moi c'est pareil, je crois qu'on a le droit d'être critique. En France, on n'aime pas changer. Donc nous sommes dans des systèmes où A cause B, B cause C, on essaye de traiter B parce que C n'est pas bon et ça ne marche pas. Donc on n'a pas cet esprit systémique, on n'a pas l'analyse, on ne change pas grand-chose, on traite C, on traite B, ça ne sert strictement à rien. Et là, le digital, c'est le grand risque, c'est de vouloir mettre un bout de digital quelque part en disant ça va solutionner. Non, le digital est une vision globale qui s'inscrit dans un parcours qui ne comporte pas que des outils numériques, déjà. Deuxième niveau de changement, c'est ce qu'on appelle les changements homothétiques, c'est-à-dire on change sans rien changer. Alors on croit qu'on a changé. Parce qu'effectivement, la formation ne se fait plus en face à face, mais la formation, elle se fait à travers un écran. Alors ça y est, on a tout changé. Mais non, c'est pire. C'est pire, on n'a rien changé. Car si vous reprenez aujourd'hui ce qui se fait dans le monde du digital, malheureusement, et même sur LinkedIn, qui est devenu le numéro 1 mondial du support pédagogique, ça, il faut le savoir, hein, c'est inscrit dans ses gènes, ça devient le premier centre de formation au monde, pour une raison très simple, c'est comme ils détiennent la mobilité dans l'emploi, ils ont décidé de vous accompagner dans vos compétences, donc vous pouvez télécharger l'application, il y a beaucoup de choses. Eh bien, tout ce que vous trouverez n'est jamais que la reproduction à l'identique de ce que fait un formateur sur une scène. D'accord ? Donc ça n'apporte presque pas de valeur ajoutée, sinon ce qu'on pourrait croire une forme de valeur économique, à la condition d'arriver derrière l'écran à pouvoir suivre la formation. Donc, un changement homothétique ne va pas nous amener grand-chose comme résultat.
Du coup, il faut arriver au troisième niveau, c'est-à-dire à celui qui est préconisé, qui est de dire, mais et si on n'avait jamais fait ? Comment ferions-nous aujourd'hui? Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on réinvente le développement des compétences, comment on réinvente les approches pédagogiques, et c'est pour ça que je parlais des nouveaux métiers de l'ingénierie de formation. Il ne s'agit pas de développer des cours. L'ingénierie de formation, c'est comment on passe d'un modèle, qui est surtout vraiment chez nous très ancré, mais dans les autres pays aussi quand même, rassurez-vous, d'un modèle qui est « je décide ce que vous devez apprendre », à un modèle, vous décidez de ce dont vous avez besoin et je vais arriver à mettre en place les ressources qui vont bien aller pour vous permettre de développer vos compétences dans votre projet personnel. Et donc, pour moi, il y a 4 idées à débattre qui pourront faire l'objet des meetings, des réunions et entre vous. Et je vous invite, tout comme Adam, à continuer à en discuter. La première idée, c'est, je l'ai un peu abordé au départ, on ne crée pas de la valeur sans rémunérer celui qui la produit. Alors, en France, la formation professionnelle, l'ingénierie, etc., c'est le paupérisme total. D'accord ? On sous-paye tout le monde et on croit que ces gens-là, vous allez avoir en face de vous des gens compétents. Eh bien ça, n'espérez même pas. Posez-vous la question, comment vous voulez que quelqu'un qui est payé 3 fois moins cher enseigne à quelqu'un qui va gagner 5 fois plus de lui quand il sera compétent? Il faut arrêter. Je veux bien que la valeur sociale qu'on s'accorde soit très très haute. Quand même, il y a des limites à tout. Donc premier point, il faut pouvoir rémunérer. Et il faut faire attention au modèle, parce qu'un de mes amis, et je vous engage aussi à aller voir ces gens-là, Corp Academy par exemple, qui est en plein dans le digital, ce sont des gens extrêmement intéressants, disait un jour, il est français, il a lancé sa start-up, il dit, mais vous savez, votre modèle français avec vos lois, vos machins, vos OPCA, etc., mais moi je m'en fous complètement. Moi, mon modèle économique, il est très simple, hein. Je développe des modules de formation, ça coûte 1,90 € sur le forum Apple, on n'a pas besoin ni de votre CPF, ni de rien du tout, et là, l'individu, il va aller chercher sa formation quand il en a besoin pour 1,90 €. Alors vous savez, hein, vos lois, vos machins, est-ce que c'est de la formation, est-ce que c'est pas de la formation, est-ce qu'il y a un programme, des objectifs? On s'en fout. Bon, j'exagère, parce qu'aux États-Unis, ça n'empêche pas, vous l'avez vu certainement, aujourd'hui, ce qui arrive chez nous, parce qu'il y a de la judiciarisation, ça n'empêche pas les bénéficiaires de la formation d'attaquer les organismes de formation quand ils n'atteignent pas les résultats. Hein. Donc voilà, je suis un peu caricatural. Mais j'essaye quand même de dire que le modèle économique changeant, il faut qu'on soit attentif et qu'on n'attendra pas après vous pour aller gagner l'argent ailleurs. La deuxième idée, j'aime bien cette phrase, donc je me l'attribue et puis je vous la donne, c'est que le digital, finalement, c'est un complément alimentaire. Voilà. Moi, j'aimerais que le digital, on le voit comme ça, c'est-à-dire que ça s'utilise, ça doit être dosé, ça doit être analysé, c'est presque médicalisé, en tout cas, il y a un coach sportif autour de ça, et c'est quelque chose qui vient en complément d'autres choses. Et là, on l'a vu tout à l'heure avec le patron d'entreprise, il n'a pas développé plus que ça, mais il vous l'a dit, il n'imagine pas ne pas mettre de la relation humaine, du développement social, du contact, etc. Et comme l'a dit Adam tout à l'heure, et je rebondis vraiment là-dessus, et je regrette de ne pas avoir évidemment entendu encore la conférence qui va suivre pour pouvoir m'en servir pour en parler, et c'est du bien-être, donc bon sang que ça me touche, mais j'insiste là-dessus, sur le fait que tout ça, ça doit être absolument managé, analysé et utilisé à petite dose. Et en veillant toujours à la bientraitance, je réinsiste là-dessus. Troisième idée, le changement, c'est quand même que d'accepter de voir un modèle de formation qui va disparaître, comme je le précisais précédemment, et de faire rentrer définitivement la formation dans l'entreprise. Et nous, on engage beaucoup les entreprises aujourd'hui à développer ce qu'on appelle des universités d'entreprise, y compris dans des entreprises de 40, 30 ou 20 personnes. C'est un concept, c'est un peu comme un CFA sans mur. Et là, l'objet, alors les OF pourraient me tuer, me tirer dessus à boulet rouge, etc. Je dis non, pas du tout. L'objet du concept, c'est de dire, voilà, celui qui doit maîtriser la compétence, c'est l'entreprise, qu'on a entendu de la part de Zujin tout à l'heure, c'est l'entreprise. Nous, on est des techniciens, nous, on est des spécialistes, nous, on est les coachs du savoir, nous, on va arriver à faire l'ingénierie de ces parcours, mais à condition que nous, en tant qu'organisme de formation, et je ne sais pas si, madame, vous êtes organisme de formation, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer, donc je ne sais pas, mais en tout cas, en tant qu'organisme de formation, sans aucun doute, les organismes de formation, ils ont une mutation à faire en toute urgence. D'ailleurs, l'État a mis un petit peu d'argent là-dessus, en toute urgence, parce que s'ils ne sont pas capables d'accompagner les DRH dans cette transition, évidemment, ils ne vont pas survivre très longtemps. Enfin, dernière idée, c'est le modèle collaboratif. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Et moi, je voudrais bien aussi que, dernier défaut de la France, qui est absolument catastrophique, petite joke au passage, vous savez la différence entre un étudiant français et un étudiant japonais ? Hein, un étudiant français, ça travaille comme ça. Un étudiant japonais, ça travaille comme ça. D'accord ? C'est-à-dire que
Arrêtons de réinventer en permanence. Je crois que ce matin, on vous a expliqué que la grande maison qui participe à l'événement est aussi certificateur. Ben moi, je voudrais juste dire qu'en France, par exemple, et dans le marché de la formation, il y a des normes sur la qualité de la formation, mais on a réussi partout, les OPCA les premiers, à réinventer des référentiels qualité, à commencer par l'État. D'accord ? C'est-à-dire chacun, les régions en ce moment qui réinventent leur référentiel qualité. C'est-à-dire tout le monde refait exactement la même chose que le voisin. Alors je peux vous garantir qu'à la vitesse où va le digital, si vous essayez de reconstituer les outils, le machin, etc., vous êtes mort. Donc la seule solution, c'est d'être collaboratif. Collaboratif, ça veut dire aussi avec les sous-traitants, ça veut dire avec les partenaires, ça veut dire avec les organismes de formation, avec les consultants, ça veut dire de la transparence, on l'a dit ce matin. Il faut collaborer pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles et ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas de mesures. Et c'est pour ça que je parlais de l'évaluation, qui va être un véritable métier pour analyser la pertinence des systèmes et de leurs résultats. Voilà. Donc là, j'essaye de dépeindre le scénario de ce qui nous attend. C'est un peu de la prospective, mais je vous garantis que ça va nous arriver beaucoup plus vite que prévu. Et je disais à un professeur comme ça, enfin un professeur, un organisme de formation qui me disait on a du mal avec les profs à leur faire comprendre qu'il faut passer par ces démarches qualité, le machin, etc. Puis nous, comme on est un petit organisme régional, c'est difficile de les trouver. Et ben, je conclurai comme j'ai démarré. Demain, les profs, on les embauchera aux États-Unis, en Chine ou au Japon. Ils interviendront en virtuel et on aura de la 3D un peu plus réaliste, c'est-à-dire qu'ils pourront enfin dialoguer de façon très interactive. C'est-à-dire que là, on l'a vu en 2D. Moi, je suis convaincu que demain, on la verra en 3D. Voilà. Donc, bienvenue dans ce monde. Je vais essayer de ne pas me suicider parce que quand on écoute évidemment Ferry, on peut être complètement pessimiste en disant « Oh là là, transhumanisme, fin de l'homme, la machine va prendre le dessus ». Moi, je reste convaincu que si on sait justement la considérer comme un complément alimentaire et si on sait l'utiliser, la piloter, la diriger, on devrait s'en sortir très très bien. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Hubert Grandjean. C'était le deuxième masterclass.